Salut à toutes et à tous. On est de retour pour une nouvelle vidéo, les coulisses de Live Mentor. Les coulisses, cette émission où on prend un entrepreneur dans une niche bien spécifique et on déconstruit avec lui tout son parcours. Les doutes avant de se lancer, les questionnements, les interrogations, le jour du lancement, les premiers clients et puis le chemin, parfois compliqué, parfois long, mais un chemin qui mène jusqu'au stade où ça y est, on sait qu'on peut vivre de son activité, on en vit bien, on en vit de manière confortable et on peut se libérer du temps pour faire autre chose. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Louis Fouché. Louis s'est lancé à 26 ans en tant que freelance réalisateur. Avant, il était salarié, il va tout nous raconter. Et en 3 ans, Louis a réussi à atteindre le cap des 100 000 € de chiffre d'affaires, ce qui est rare pour un freelance réalisateur. Mais on va voir qu'avec Louis, il y a des secrets, il y a des manières d'arriver au même résultat si vous êtes dans cette situation. Louis a aussi réussi à bosser avec des clients prestigieux, à vivre des aventures incroyables. On va parler d'un voyage en Guadeloupe. Il a réussi à diversifier ses sources d'activité au point, et on verra ça en détail d'ailleurs dans une autre vidéo, de créer aujourd'hui une école en ligne des métiers de l'audiovisuel qui s'appelle l'école Grain. Louis, salut, merci d'être là. Salut Alex, merci de me recevoir. Belle intro. Ah bah écoute, je me suis préparé. Alors, raconte-nous, 26 ans, ouais. Tu te lances en freelance réalisateur. Moi, je t'explique. Quand j'étais ado, collégien, lycéen, j'avais un groupe de potes, mes meilleurs amis. Ils voulaient tous faire l'audiovisuel, mais ils n'ont pas commencé à 26 ans. Dès le bac, dès la terminale, ils se sont inscrits dans des BTS audiovisuel que tu connais peut-être, une école qui s'appelle l'Écart. Ils parlaient d'écoles prestigieuses comme Louis Lumière, comme comment s'appelle cette autre? La Fémis, exactement. Et alors qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que malheureusement, de ce que j'ai vu autour de moi, il y a eu des succès très mitigés. Il y a des gens qui ont réussi à percer, mais pour la plupart, ça a été extrêmement dur alors qu'ils avaient commencé à 18 ans et qu'ils avaient mis toute leur vie en parenthèse pour faire ça. Mais toi, non, toi tu débarques à 26 ans tranquille. C'est ça. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup par passion. Et j'ai toujours été passionné par la vidéo, mais plus jeune par la vidéo de voyage. Toujours aujourd'hui, je fais toujours beaucoup de vidéos de voyage. Je faisais des parodies, tu vois, où je chantais des chansons avec des potes. Je faisais des micro-trottoirs pour des anniversaires. J'ai toujours adoré la vidéo. Ça, c'est quand t'étais adolescent. Quand j'étais jeune, quand j'étais enfant. T'avais une caméra, tu t'amusais avec ça. Exactement. Mais du coup, au fur et à mesure, en grandissant, je me suis dit, j'avais une mère qui était peintre, un père qui était styliste, donc beaucoup de créativité. C'est pour ça que j'aimais la vidéo, j'aimais la création au sens large. Je faisais aussi beaucoup de piano, beaucoup de musique. Et je me suis mis en tête de faire de la publicité. Parce que c'était un moyen de mêler un peu la création au côté plus business, parce que j'aimais aussi le business, l'entrepreneuriat, ça m'a toujours parlé, alors que personne dans ma famille est entrepreneur. Mais du coup, je me suis mis en tête de faire ça. J'ai fait une école de commerce pour faire de la pub. Ouais. J'ai atterri dans une grande agence de pub parisienne qui s'appelle BETC. Ensuite, j'ai switché chez l'annonceur, donc j'ai fait de la com chez Evian. Dans cette entreprise de publicité qui effectivement est très célèbre, BETC, qu'est-ce que tu faisais exactement? Je faisais un petit peu de tout. J'ai voulu tout découvrir, l'univers de la publicité, donc j'ai fait du planning stratégique, j'ai fait du commercial et j'ai fait de la créativité. Je voulais voir en fait toutes les facettes. Mais tu faisais pas de vidéo? Je vais y venir justement parce que j'ai toujours aimé la vidéo étant jeune, mais je me suis dit ok, je vais faire de la pub. Mais quand j'étais en pub, je faisais mes tafs de stagiaire et à côté, ça s'est su que je faisais de la vidéo. Du coup, je commençais à faire des petites vidéos. Et là où je veux en venir, c'est que j'ai commencé dans mes différents jobs à faire de la vidéo sur le côté, mais pas de façon pro. Et c'est ça qui m'a permis ensuite de jumper vers le temps plein. Donc, je vais t'expliquer un peu rapidement. J'ai fait ça chez BETC. Et puis, au bout d'un moment, j'ai été recruté par Evian, qui faisait les pubs, tu sais, avec les bébés devant les miroirs. Donc, j'ai travaillé sur ces pubs-là en com digital. Et c'était mes études, parce que j'ai fait une école de commerce, option marketing publicité. Et j'aimais beaucoup ça, la création, le marketing, la pub. Et ensuite, j'ai fini dans l'équipe de transformation digitale du groupe Danone. Parce que mon boss de l'époque, que j'adore, montait cette équipe-là. Et il voulait un jeune créatif, tu sais, à cette époque-là, c'était en 2017, ils aimaient les jeunes un peu touche-à-tout dans les grands groupes, qui sont un peu créatifs, avec un parcours un peu atypique. Comme j'avais un profil d'école de commerce, mais aussi créatif, ils aimaient bien ça. Sauf que je continuais à faire des vidéos pour Danone, puisque cet homme-là qui m'avait recruté me faisait faire des vidéos. Mais mon job, je n'aimais plus du tout, c'était plutôt créatif. Mais quel budget? C'était des vidéos de quel? C'était des vidéos de pot de départ, parfois des vidéos d'interview pour l'entreprise pour laquelle je travaillais, mais j'étais pas en freelance pour eux. J'étais vraiment en CDI. Donc, ces vidéos, elles étaient publiées sur Internet, elles étaient à usage interne? Elles étaient souvent à usage interne, la majorité du temps. Sauf qu'à un moment, je me suis dit, écoutez les gars, moi je monte mon activité de micro-entrepreneur. Je peux aussi vous facturer des vidéos. Bon, on va pas trop en parler parce que c'est totalement illégal d'être en CDI pour une boîte et d'être aussi prestataire de service.
Mais du coup, ce que j'ai beaucoup aimé avec mon ancien boss, c'est qu'il m'a poussé là-dedans. Il savait que j'aimais ça, il était très créatif aussi, et il s'est dit, ok, il aime bien son job de marketeur, mais aussi il a une passion en lui, une petite flamme de la vidéo, et je vais l'aider à faire ça. Et en fait, au bout d'un moment, je faisais tellement de vidéos pour Danone, et pour mes anciens, même pour BETC, j'en ai fait tellement que j'avais un portfolio déjà. Et je me suis dit, bah mon job, j'ai plus trop de sens, je travaille avec des gens passionnants, mais c'est plus intéressant. Par contre, la vidéo, j'adore ça. Et donc c'est comme ça que je me suis lancé dans la vidéo à temps plein en 2017. Mais c'est assez incroyable parce que c'est rare quand même d'avoir dans des entreprises, surtout des grandes entreprises comme ça, des gens qui sortent de leur périmètre. T'es pas resté dans ton cadre, t'es pas resté sur ta fiche de poste, t'as fait savoir et puis t'as été tombé peut-être sur les bonnes personnes avec cet ancien boss. Exactement. Mais t'as fait savoir que t'avais une passion pour la vidéo et tu l'as exprimé de plein de manières différentes dans tes premières années en salarié. Ouais, c'est ce que je recommande moi à des gens qui veulent se lancer, c'est d'abord le réseau. Faut en parler à son réseau pro, son réseau personnel. Moi, j'ai très vite fait savoir que je faisais des vidéos et en fait, les gens m'ont demandé des vidéos au fur et à mesure et j'ai commencé à créer comme ça mon portfolio. Donc avant de quitter mon job, j'avais déjà mes clients en fait. Et ça, on va peut-être enchaîner avec la prochaine question. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas eu besoin de chercher de clients. Je suis parti de mon job, j'avais déjà Danone comme client et d'autres clients avec qui je travaillais dans mon job. Et alors, donc tu fais des vidéos dans ce cadre un peu particulier. Ouais. Et à quel moment tu décides de devenir entrepreneur? À quel moment tu te dis là, j'ose le faire, j'ai pas peur. Peut-être que tu n'avais pas peur du tout d'ailleurs. Ouais. À quel moment le déclic vient? C'est une très bonne question. Moi, je suis quelqu'un qui fait les choses à fond. Donc, j'ai dans mon job à fond. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, ok, en fait, là, je suis plus efficace. Au bout d'un moment, j'étais tellement pas animé par ce que je faisais que j'étais vraiment à 10% de mes capacités. Je venais le matin, je faisais le job, mais j'étais pas heureux. Et en fait, à côté de ça, dès que je faisais une vidéo, j'adorais la vidéo, j'étais passionné. Et je me suis dit, ok, moi, je veux être passionné par ce que je fais. Et je me suis pas posé de questions, je me suis pas dit, je vais me lancer, mais ça va être dur. Comment je vais faire pour atteindre le même niveau de vie que dans l'entreprise, puisque quand je suis sorti d'école de commerce avec un premier job comme ça dans un grand groupe, on est très bien payé et ça peut être compliqué de sortir de ça aussi d'un mode de vie comme ça. Mais c'était une évidence. J'étais pas à ma place et donc du coup je me suis lancé. Je me suis dit ok, je vais faire de la vidéo, je vais être freelance et puis je trouverai un moyen de réussir parce que je pense que quand tu es vraiment passionné par quelque chose, tu trouves des moyens ensuite de pouvoir en vivre. Et tu connaissais d'autres freelances réalisateurs ou non, absolument pas. Non, absolument pas. D'accord, tu t'es lancé dans le métier sans. Je me suis formé tout seul sur Internet, sur YouTube, sur des sites comme Udemy, sur tuto.com, avec une formation en ligne d'un Américain qui s'appelle Full Time Filmmaker qui m'a beaucoup inspiré. Et c'est notamment en m'inspirant de cette formation que j'ai créé mon école à moi. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait apprendre plein de choses sur Internet de façon hyper fluide. Mais ça, donc tu le fais en parler de ton job salarié au début. Tu commences à te former sur Internet, tu commences à chercher des vidéos de cours. Donc ça aussi, c'est aussi une leçon, je pense, assez forte pour tous ceux et toutes celles qui nous regardent. T'es la preuve qu'on peut réussir en freelance réalisateur sans avoir fait une des écoles les plus prestigieuses comme la FEMIS, comme Louis Lumière. Je sais pas si tu veux parler de ces écoles. Moi, je sais pas, c'est pas pour leur casser du sucre sur le dos, mais j'ai encore une fois beaucoup d'amis proches qui sont passés par ces univers-là, qui peuvent être extrêmement stressants, qui peuvent être extrêmement hiérarchiques, où tu te sens vraiment jugé en comparaison constamment avec les autres autour de toi. T'es dans une promo en fait de 30-40 personnes et il y a toujours le fils de tel grand réalisateur français qui est tombé là à côté de toi et tu te dis mais lui il a accès à un réseau incroyable et moi je suis nul. Et toi en fait t'es la preuve que t'es pas du tout allé dans ce monde-là, pas du tout, tu connaissais personne. Et ça a marché. Ouais, mais moi je pense que toutes les expériences se recoupent, tu vois. J'ai fait une école de commerce, et finalement j'ai appris le marketing, maintenant je fais du marketing pour moi. Donc en fait cette expérience de marketeur, je savais qu'elle allait me servir un jour. Et l'expérience de créativité, j'avais déjà en moi de par mes parents, de mon éducation, j'avais cette création. Alors j'étais pas un pro de la vidéo, mais en fait je l'ai appris sur le tas. Et pour être freelance dans la vidéo, pour du corporate, des vidéos de voyage, des interviews, pas besoin d'être le meilleur réalisateur. Donc en fait moi, il y a tout le savoir qui est dispo sur Internet, technique, mais aussi business. Et ensuite, ces écoles-là, je les connais pas, je les ai pas faites, mais je pense que le gros avantage de ces écoles, c'est que tu as un réseau. Tu peux créer un réseau, mais ensuite, ils t'apprennent des techniques, on va dire, de base de l'audiovisuel, surtout de cinéaste. Ouais. Moi, je suis pas un cinéaste, je suis un vidéaste. Je sais pas faire de fiction, je sais pas faire de prod, de grande prod. Donc moi, je fais des petites prods web pour des clients. Et puis surtout, on t'apprend pas, par contre, le business. Je pense, moi, c'est le plus important. Et c'est pour ça que dans l'école Grain, on en parlera plus tard, il y a un module business, parce que je pense que le plus important, c'est pas la technique. C'est pas les meilleurs les meilleurs vidéastes qui réussissent le plus, c'est ceux qui savent se vendre, savent communiquer. Alors, comment t'as appris justement toi à te vendre? C'est-à-dire que tu te lances en micro-entreprise et tu as déjà tes premiers clients puisque c'est les entreprises pour lesquelles tu bossais, tu les fais passer sur ta micro-entreprise. Mais
À quoi ressemblent les premiers mois? À quoi ressemble la première année? En termes de chiffre d'affaires, ça donne quoi? Eh ben, je me lance en août 2016, je me souviens, après une rupture conventionnelle. Ça, c'était plutôt cool pour se lancer. On a de la chance. Qui te donne du coup les 2 ans de chômage. Exactement. Donc pour se lancer, c'est vraiment génial. Et mes premiers clients, c'est Danone avec qui je travaillais. Donc en fait, ils me continuent à me commander des vidéos. Donc moi, ça me permet d'avoir un client grand groupe déjà. Donc c'est intéressant, un client qui comprend les enjeux de la vidéo, qui a un budget aussi. Et donc ça permet de commencer avec des prix assez hauts, ce qui est quand même bien. Et puis quand j'étais aussi chez Danone, je travaillais avec une agence qui s'appelait Colors, une agence de site web, qui est devenue une agence de création de contenu. Donc ils avaient aussi des vidéos à faire. Donc j'ai très vite eu 2 clients, Colors et Danone, et je travaillais tout seul au début. Et ça ressemblait à des mois avec parfois 500 €, parfois 2000 € de CA. Mais ça commençait quand même avec de l'argent. J'étais pas dans le désert pendant plusieurs mois. J'ai eu des premiers clients très vite. Et question peut-être un poil technique, tu gardes tes 2 ans de chômage ou tu touches une activité de ta micro-entreprise dès le début? Très technique comme question, Alex. Ouais. Et en fait, moi, j'ai créé ma micro-entreprise avant de commencer chez Danone. Du coup, c'était considéré comme une activité conservée. Du coup, c'est un peu technique, mais j'avais de la chance, du coup, parce que je pouvais pouvoir percevoir des revenus dans ma micro-entreprise sans que ça soit déduit de mon chômage. Bon, on mettra les descriptions. Non, c'est très clair. On mettra plus d'infos en description de la vidéo. Ouais. Et pour celles et ceux qui nous regardent, l'autre option, c'est d'avoir une SASU. Vous créez une entreprise différente, ça s'appelle la SASU. Vous collectez de l'argent sur la SASU, mais vous ne versez pas de salaire et vous touchez les allocations chômage pendant 2 ans et puis vous pouvez investir l'argent qui est sur la SASU, etc. C'était mon plan, mais comme j'avais cette activité conservée, je n'ai pas eu à le faire. Donc sachez-le, si vous avez créé votre micro-entreprise avant votre expérience de job, ça marche aussi. Ça marche aussi. Et donc, alors, ok, donc tu t'es lancé, tu as ces clients qui viennent de ton expérience passée. Selon les mois, c'est 500 ou 2000 € de chiffre d'affaires. À quel moment tu réussis à décoller? À quel moment, en fait, tu mets en place les différentes briques qui ont fait ton succès? Et moi, j'ai envie de commencer avec un premier point qui me semble essentiel, c'est au niveau des prix. On voit énormément de vidéastes qui se dévaluent, qui mettent un prix extrêmement faible sur leurs prestations, sachant que quand tu es vidéaste, tu as quand même du matériel à acheter. Donc, tu achètes tes caméras toi-même, tes lumières peut-être, les logiciels sur ton ordinateur, ça te coûte aussi de l'argent. Comment est-ce que tu as fait pour augmenter tes prix progressivement? Moi, alors l'avantage c'est que j'ai eu comme je dis, une rupture conventionnelle, donc j'ai eu quand même une petite somme d'argent aussi qui m'a permis d'investir dans du matériel. Moi, ce que j'ai fait, c'est que très vite j'ai investi dans du matériel pro pour ne pas avoir à le louer, donc j'avais mon propre matériel. Et ensuite pour les prix, moi j'ai fixé un prix. Moi, ce que je recommande, c'est de fixer ce qu'on appelle un tarif de référence. Il faut que n'importe quel freelance, vidéaste ou autre, ait un tarif de référence. Donc moi, j'avais un prix que j'ai fixé pour du tournage, pour du montage et pour de l'accompagnement projet. Parce que tu sais, toutes les réunions qu'on fait avec les clients, il faut aussi le facturer. Souvent, les freelances facturent juste le tournage ou le montage, mais il y a aussi plein d'autres choses à facturer. Et moi, je vous recommande, moi, j'ai commencé à 450 € au jour. Ça, c'est intéressant ce que tu viens de dire, hein. Je m'arrête 2 secondes là-dessus. Bien sûr. Tu factures l'accompagnement du projet. Donc, très concrètement, si par exemple, moi, je viens de voir et je te dis, je suis un site e-commerce qui vend des produits de beauté et j'aimerais bosser avec toi pour faire une série de 12 vidéos sur nos produits de beauté et on a besoin de faire une première réunion de cadrage de une demi-journée, tu me factures et exactement. Tu as raison de le faire. En fait, un projet vidéo, ce n'est pas que du tournage et du montage. Et souvent, on commence, on dit, bah voilà, je facture au forfait, au juste tournage-montage. Mais en fait, il y a plein de choses qui sont autour. Il y a, donc, ce que j'appelle l'accompagnement projet, c'est toutes les réunions qu'on va faire, tous les calls avec le client, tous les PowerPoint ou les éventuelles présentations qu'on peut montrer. Ouais. Et puis, il y a aussi plein d'autres éléments, par exemple, le sous-titre, l'adaptation au format carré, le transport, les frais de vie, bref. Il y a beaucoup d'autres choses dont je parle notamment dans mon école. Mais bref. Pour revenir à ta question du prix, moi, ce que je recommande au début, c'est de fixer un tarif de référence. Il faut fixer un tarif pour votre temps. Et au début, c'est un peu, on sait pas trop comment faire. Donc, moi, ce que je recommande, c'est d'éviter de descendre en dessous de, 200, 250 € au jour. Ça me paraît vraiment très limité pour vivre en France en tant que freelance. Donc, quand on commence, pour moi, ça me paraît être le plancher. Ouais. Fixer ce prix-là, voir si on a des clients déjà. Parce qu'en fait, pour moi, la loi de référence, c'est le marché, quoi. Si jamais on fixe un prix et qu'on a des clients, c'est que c'est le bon prix. Et après, avec le temps, il faut savoir aussi faire varier son prix, parce qu'il faut pas être buté sur un prix et dire non, mon prix de référence c'est 450 €, là c'est moins cher, je le prends pas. Moi j'ai toujours fait varier mon prix quand le projet était très intéressant, avec ça me portait du réseau ou une vidéo que j'avais pas dans mon portfolio. Je pouvais être prêt à baisser mes prix, voire même faire une vidéo gratuite, ça m'est arrivé. Alors je sais que il y a des gens qui sont contre ça, mais moi je suis pas du tout contre ça. Moi je suis valeur first, business first, donc en gros j'apporte de la valeur au client, même gratuitement.
Parce que je sais que peut-être sur le long terme, ça pourra déboucher sur une relation potentielle. Quand c'est un client prestigieux, avec du réseau. Client prestigieux, je sais pas, quelqu'un dans l'équipe qui va vous apporter du réseau, quelqu'un avec qui vous allez beaucoup apprendre, quand il y a un intérêt pour vous. Ou alors une vidéo que vous avez jamais faite. Par exemple, une vidéo corporate avec, on interviewe le PDG d'une boîte. Eh ben, on peut baisser le prix. Alors peut-être pas faire gratuit, mais en tout cas faire une offre irrésistible. Quand tu as du plaisir à bosser sur ce projet. Aussi. À l'inverse, si le projet est pas intéressant pour vous, que vous l'avez fait 5 fois, et là, par contre, vous allez facturer votre tarif de référence. Et le but, évidemment, c'est de pouvoir facturer votre tarif de référence et en plus avoir une vidéo géniale que vous avez jamais faite. Et là, vous avez gagné. Pour donner juste un ordre de grandeur, toi, ton tarif de référence, il est monté de où à où au fil des années? J'ai commencé donc autour de 400-450 euros et maintenant, il est environ à 1000 euros la journée. D'accord, 1000 euros la journée. Et en fait, juste pour finir là-dessus, la règle ensuite, c'est d'augmenter son prix au fur et à mesure en fonction de la demande. Et je pense que une erreur que font pas mal de freelances, c'est d'augmenter leur prix en fonction de leur expérience. En fait, on s'en fiche. Si vous n'avez pas de clients, il faut baisser au prix, quoi. En fait, c'est la loi du marché, c'est comme ça. Si vous avez des clients, c'est que c'est le bon prix. Si vous avez trop de clients, c'est qu'il faut augmenter les prix. Donc, pour moi, c'est une loi qui augmente. Alors, bien sûr, il faut apporter du service, il faut pas augmenter ses prix sans raison. Mais au fur et à mesure, plus vous devenez bon, plus il y a de la demande, plus vos prix augmentent, ce qui est normal. Et dis-moi si je dis n'importe quoi, mais moi, j'entends quand même 2 apprentissages dans ta vision du prix. Le premier, c'est en osant mettre un prix sur mes prestations, en osant l'augmenter par rapport à la demande, je filtre les clients mauvais payeurs, je filtre les personnes qui ne comprennent pas la valeur de la vidéo et qui se disent mais moi, ma cousine, mon cousin, il peut prendre son iPhone et faire la même chose que toi. Mais j'entends aussi autre chose qui est j'éduque mon client à ce que c'est vraiment une vidéo et à combien ça coûte, parce que j'ai l'impression que pour beaucoup de vidéastes, le problème c'est pas de tomber sur des clients qui sont foncièrement mauvais, qui sont foncièrement arnaqueurs, mais de tomber sur des clients qui simplement ne savent pas ce que c'est qu'une vidéo et la valeur que ça a et ne se rendent pas compte du coût que ça a. On est dans un studio aujourd'hui, les lumières, tout le travail de montage qu'il y a derrière, mais aussi ils ne se rendent pas compte de l'impact que la vidéo peut avoir sur leur business. Ouais, et puis ils se rendent pas compte aussi de ce que c'est que d'être freelance, c'est-à-dire que quand on est freelance, c'est pas comme quand on est en CDI, on n'a pas de couverture maladie. Il faut si on est malade, faut qu'on travaille plus. Il faut bien qu'on puisse assumer ses frais. Il faut des frais pour se former, pour acheter du matériel, pour son espace de coworking. Donc tout ça représente aussi un coût. Et j'aime bien je pense que c'est avec toi que j'avais appris ça, mais j'avais suivi une formation il y a longtemps où tu parlais des cercles vertueux. Il me semble des prix hauts et des cercles un peu vicieux des prix bas. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on va mettre un prix haut, on va avoir moins de clients, plus de temps pour se former, plus d'argent pour investir. Et en fait, on va se développer et devenir vraiment quelqu'un d'indispensable qui apporte beaucoup de valeur. Alors que si vous êtes dans des prix bas, vous allez plus galérer pour avoir des clients. En tout cas, quand vous êtes seul. Après, quand vous avez une équipe, c'est différent. Vous pouvez adopter une stratégie de prix haut, de prix bas. Mais au début, quand on commence, il faut tendre vers ces prix hauts. En fait. Et effectivement, éduquer le client et lui expliquer pourquoi vous facturez tel prix. Super clair. Donc, premier secret, les prix. On retient tout ce qu'a dit Louis. On mettra un résumé en dessous de la vidéo. Deuxième thème que je voulais creuser avec toi, les premiers vrais clients, si je puis dire, à savoir les premiers clients qui ne sont pas venus de ton expérience passée. On a mentionné Danone, on a mentionné cette agence avec laquelle tu bossais via Danone, mais ça a été qui et comment tu les as trouvés, les premiers clients autres, les premiers clients originaux, je dirais. Ouais, originaux. Moi, c'est que du bouche à oreille. Donc, c'est-à-dire, je n'ai jamais prospecté de ma vie. Donc, en gros, t'as jamais envoyé de mail? Jamais. Alors après, on va en parler parce que la prospection peut être intéressante aussi, même si je pense qu'il faut être malin et très personnalisé dans son approche. Mais en gros, moi, j'ai toujours fait du travail que j'estimais du travail d'excellente qualité. Donc, j'ai toujours fourni le extra mile, on dit en anglais, qui en fait que le client est content. Et quand un client est heureux, en général, il vous recommande. Pas plus tard qu'il y a pas longtemps, moi, je travaille avec un copywriter en ce moment. Et en fait, il a fait tellement bon travail que tu l'as su et je te l'ai recommandé. C'est comme ça. C'est vrai, bien sûr. On s'échange des partenaires, mais c'est comme ça que ça se passe. Mais raconte alors les tout premiers mécanismes de bouche à oreille. C'est quoi? C'est juste faire des c'est Danone qui t'a dit on a quelqu'un d'autre qui cherche. Exactement. C'est juste faire des très bonnes vidéos, faire que le client est très content. Du coup, il va vous recommander à son entourage en lui disant mais j'ai un super vidéaste à te recommander. Ou alors une personne voit la vidéo que vous avez créée pour Danone qui sort quelque part et c'est uniquement du bouche à oreille. Ensuite, c'est quoi? C'est le réseau aussi. Je disais tout à l'heure, je parlais de réseau pro, perso, freelance. Moi, je parle toujours à tout le monde que je fais des vidéos. Donc, je dis dans des événements pro, des événements perso que je fais de la vidéo. Donc, ça joue aussi pour trouver des clients. Et aussi, les freelances sont vos amis. Ils sont pas vos concurrents. Donc, faut parler avec d'autres freelances, créer des relations avec eux. Ils vont aussi vous donner des missions. Donc, en fait, c'était un mélange de réseau, de bouche à oreille, mais
aucune prospection. Et ensuite, la chaîne YouTube. J'ai créé une chaîne YouTube qui m'a aussi mis Alors, on va un en rôle parler. d'expert et qui m'a fait venir des clients. Ça aussi, ça va beaucoup. Ça, on va y venir dans un instant, parce que c'est effectivement un sujet très très important. C'est le prochain thème. Mais juste sur celui-là, je crois t'entendre dire quelque chose, ou comme je te connais un petit peu, je crois sentir quelque chose qui est tes dons de communication. Et là, je parle pas de la communication sur Internet, je parle vraiment du fait que je te vois bien avec tes clients prendre le temps de la discussion, prendre le temps de la conversation, prendre le temps à la fin du tournage de parler, de papoter, de créer ce lien qui en fait est fondamental, ce qui fait que les gens pensent à toi après, parce que si tu arrives simplement avec ta caméra, que tu parles à personne, tu fais ton truc, tac, l'heure est finie, tu t'en vas, en fait, tu crées pas ce lien humain qui va accélérer le bouche à oreille. En fait, il y a plusieurs choses. C'est dès le début, il faut déjà être très professionnel. Quand le client vient vous contacter, moi en l'occurrence, je réponds pas aux mails directement. En général, je réponds aux mails et souvent je rajoute un petit questionnaire de besoin. Le client se dit, ok, il a un questionnaire, c'est pro. Avec une petite photo jolie, quels sont vos besoins en vidéo, combien de vidéos. Déjà, c'est pro et en plus, ça permet de structurer le projet. Il remplit le petit questionnaire, on fait un call, être vraiment très à l'écoute du client, être là plus en tant que conseiller stratégique qu'en tant que vidéaste. Et ça vaut pour tous les freelances. Vous n'êtes pas un freelance, vous êtes là pour conseiller votre client et trouver la meilleure solution pour lui. Alors, ça va forcément, potentiellement passer par une vidéo, peut-être pas. Il faut savoir aussi lui dire, là, vous avez peut-être une idée de vidéo qui est trop précise, on va reprendre vos besoins dès le début, quel est l'objectif marketing, quel est l'objectif de votre vidéo, etc. Donc, être très sympa. Ensuite, sur le tournage, être aussi très à l'écoute, hyper pro, ne pas être dans sa caméra tout le temps. Au début, on est freelance, on est au four et au moulin. Du coup, on n'est pas vraiment avec le client, on est plus sur le matériel. Alors après, ça vaut peut-être le coup de prendre quelqu'un pour vous aider, un deuxième shooter, comme ça vous allez pouvoir parler au client, créer de la relation. Et après, lors de la post-production, over-deliver, comme j'ai dit, donner un maximum de valeur. Si le client vous appelle 2 mois après en disant « Tu peux m'envoyer la vidéo sans son ?» Faites-le gratuitement. Il y a des petites choses comme ça qui vont se dire « Ok, il est là avant, après la relation. » Et ça fait que vous allez avoir plus de clients sur long terme et des clients heureux. Et c'est beaucoup mieux d'avoir des clients heureux et de capitaliser sur des clients existants plutôt d'aller chercher de nouveaux clients. C'est essentiel. C'est des exemples tout bêtes, mais on voit parfois des freelances vidéastes ou non vidéastes qui sont difficiles dans leur communication avec leurs clients. Par exemple, ils font pas de mail, ils font que du téléphone. Mais ça, c'est des détails tout bêtes, mais qui au final expliquent pourquoi le bouche-à-oreille peut être totalement différent entre un freelance et un autre. Le freelance qui n'est joignable que par téléphone, c'est compliqué de lui parler, c'est compliqué d'avoir un brief structuré de sa part. Évidemment, on va moins le recommander que le freelance qui s'ajuste au mode de communication du client, qui prend le temps de faire un mail super détaillé, qui prend le temps de proposer différents créneaux pour un call, etc. Ouais. Ensuite, juste un petit truc qui me fait penser à quelque chose, c'est qu'il faut savoir aussi se démarquer. Moi, quand je parle de prospection, alors ça m'est déjà arrivé de prospecter très rarement, mais quand je prospecte pas avec un mail, par exemple, où c'est très rare, ou alors j'envoie un mail bien tourné. Exemple, moi j'ai 2 petites techniques. J'utilise beaucoup Loom pour la prospection. Donc Loom, rappelons à tout le monde ce que c'est. Ouais, je vais le rappeler, c'est un petit plugin Chrome qui permet d'enregistrer son écran en vidéo, ainsi que sa tête en bas à gauche de l'écran. Et en fait, c'est un super moyen de prospection parce que quand vous envoyez un mail à quelqu'un, c'est un peu impersonnel, même si c'est bien écrit, alors qu'un Loom, vous voyez votre écran, vous voyez votre visage, vous voyez comment la personne s'exprime, et du coup, vous créez aussi un lien plus fort. Et moi, ça m'est déjà arrivé de prospecter, par exemple, quand je pars en vidéo de voyage des hôtels, parce qu'on fait beaucoup de vidéos en voyage pour les hôtels, et en fait, on prospecte par Loom. Donc, on commence, on fait bonjour, alors voilà, j'ai vu votre hôtel, etc. Nous, on propose ça comme solution. Un petit message de 30 secondes, et en fait, ça crée une relation directement, et ça permet ensuite d'accrocher l'attention de la personne. Et ensuite, pour parler du mode de communication des clients, c'est bien de s'adapter aux clients, mais il faut savoir aussi se différencier. Moi, j'utilise aussi pas mal les messages vocaux avec mes clients. Alors, j'utilise les mails pour tout ce qui est facture, devis, etc. Mais ça m'est arrivé de faire tout un projet en messages vocaux avec un client. Il a adoré parce que c'était hyper fluide pour lui aussi. Ouais. Donc, il faut comprendre les besoins de l'autre, mais savoir aussi ce qui va vous faire vous démarquer et que la personne va dire, ok, je me retiens de ce freelance-là qui avait une approche un peu différente. Top. Donc, les prix, on a parlé. Les premiers clients, du bouche à oreille très fort, du réseau très fort, des dons de communication très développés, une capacité à s'adapter. Et là, avant de parler de ta chaîne YouTube, c'est notre prochain thème, quelle est l'évolution de ton chiffre d'affaires d'une année 1 à une année 2 ? Tu réalises combien de chiffre d'affaires en année 1 en tant que il me semble, j'ai commencé en 2016, donc j'ai pas fait une année complète en 2016, mais j'ai dû faire peut-être la première année... je sais pas, 15 000 euros. Deuxième année, 30. Et c'est en deuxième année que tu crées la chaîne YouTube. Exactement. Et la troisième, ça y est, j'étais quasiment à 100. Alors,
On y arrive. 100 000. Secret numéro 3, parce qu'on a l'impression quand même qu'il y a eu une petite accélération suite à la chaîne YouTube. Exactement, il y a eu un paf. La chaîne YouTube qui s'appelle Grain. Et raconte-nous déjà comment est-ce que tu as eu l'idée de lancer une chaîne YouTube, pourquoi, comment, qu'est-ce que tu as fait? Yes, chaîne YouTube quand j'avais donc en fait pour revenir un petit peu avant quand j'étais en école de commerce et que je voulais faire de la publicité. J'avais pas de réseau. J'avais personne qui travaillait dans la pub mais je voulais atteindre les meilleures agences parisiennes. Du coup, je me suis dit comment je vais faire? Eh ben, je vais créer une conférence dans mon école sur la pub. Donc j'ai fait une conférence avec plein de publicitaires, je les ai appelés. Et ça, c'est une règle aussi pour vous, freelance. Si vous voulez atteindre quelqu'un d'un niveau supérieur à vous, en tant que réseau, il faut lui proposer quelque chose. Vous n'allez pas envoyer un message, même si vous voulez être assistant réel au meilleur réalisateur de Paris, lui dire est-ce que je peux tester sur un tournage? En fait, non, parce qu'il n'a aucun intérêt d'être assisté. Donc quand vous voulez atteindre quelqu'un d'un niveau supérieur, proposez-lui de la valeur. Que ce soit pour l'assister, pour décrocher, pour avoir du réseau. Moi, je leur ai dit, voilà, j'organise une conférence dans mon école sur la pub et j'ai réussi à atteindre les plus gros points de la pub. Bref, petit aparté. J'ai créé ensuite un blog sur la pub. Donc j'ai créé un blog où j'interviewais des publicitaires. Donc j'ai interviewé Fred et Farid, Jacques Seguela quand j'avais 17 ans, parce que plus de 20 ans, parce que j'ai posé une petite caméra, juste en disant voilà, j'ai besoin de faire une interview pour mon blog, est-ce que vous êtes d'accord? Et juste une petite interview, en fait, c'est suffisamment de valeur pour que les gens acceptent de vous rencontrer. Donc tu avais déjà en fait fait des vidéos Exactement. sur YouTube. Ma première expérience de la vidéo, c'était mon blog de publicité où je posais une caméra et on entendait ma voix. Et ensuite, je me suis dit mais en fait, la pub c'est cool, mais en fait maintenant moi je veux faire autre chose. J'ai fait le tour. Alors que j'avais même pas commencé à travailler dans la pub. Et je me suis dit, j'ai créé un autre blog qui s'appelait Gora à l'époque et qui voulait dire faire. Et j'interviewais des gens. En quelle langue? En français, en suédois. En suédois, oui. Et c'était un O avec un tréma, tu vois, le signe, parce que Gora, il y a un O tréma. Parce que t'es suédois? Et aujourd'hui, pas du tout. Et aujourd'hui, Grain, c'est marrant, c'est 2 ronds. Donc j'ai toujours eu les ronds dans mes logos. Non, parce que c'était un mot efficace, simple, court, un peu bizarre. Et je trouvais ça un peu catchy. Gora, ok. Et la baseline, c'était des gens qui font des choses. Et je me suis dit, je vais aller interviewer plein de gens, dans plein de domaines différents, qui font des trucs qui m'inspirent. Donc ça peut être des publicitaires, il peut y en avoir un, ça peut être un directeur de théâtre, ça peut être un humoriste, plein de gens différents. Et là, cette fois, je m'étais mis devant la caméra. Et donc j'interviewais des gens et j'étais un peu journaliste. Et je me suis dit, j'ai toujours aimé ce truc-là, d'être devant la caméra. Et je me suis dit, j'aime bien parler face à la caméra, j'aime bien qu'on me voit et j'aime bien la vidéo, mais j'aime bien être devant. Et je me suis dit, ok, quand j'ai lancé mon activité de freelance, c'est cool le freelance, ça marche bien, je fais peut-être 20 000 € de CA par an, mais les clients m'énervent. Logo plus petit, etc. Même si on a une approche quand même très conseillée, je trouve que les clients sont franchement, ils demandent beaucoup de choses, beaucoup de modifications, et moi, ça m'exaspérait un peu parce que je suis un peu un artiste et j'aime bien faire ce que je veux. Donc j'étais très vite exaspéré, et d'ailleurs, ça c'est quelque chose que je vous recommande de faire, c'est de très vite déléguer. On en parlera, mais c'est les erreurs que j'ai faites, c'est que je peux être impulsif. Et à partir du moment où j'ai délégué et que j'ai pris du recul sur mes vidéos, j'ai été beaucoup plus sympa avec le client. Bref, c'est un sujet. Mais ça m'énervait un petit peu le logo en bas. Faire une vidéo pour une grande marque, c'est cool, mais bon, c'est quoi l'impact derrière? Il n'y a pas un impact énorme, quoi, à part faire une belle vidéo. Et je me suis dit, je vais partager ma passion de la vidéo sur YouTube. Donc c'est comme ça que j'ai créé YouTube au début, juste pour partager des tips. Et en fait, après tout s'est accéléré, je me suis rendu compte que je préférais transmettre des idées face à une caméra plutôt que de faire des vidéos. Mais ce que j'entends aussi, c'est qu'à la base, cette activité de chaîne YouTube, c'est une sorte de soupape psychologique, émotionnel par rapport à ton activité de freelance. C'est que tu te dis oui, je suis freelance, je fais des vidéos, mais pour pas être constamment dans la semaine dans ce mode où je réponds à des demandes de clients, exactement, je veux aussi avoir un moment où je suis créateur, je fais mes vidéos. Et tes premières vidéos, tu les fais sur quel thème? C'est quoi les titres des toutes premières? Je le fais sur ça a toujours été le même thème. Je parle de matériel, de comment j'utilise ce matériel, de comment tourner une vidéo, comment monter une vidéo. Le business est venu après. Et par exemple, je faisais mon avis sur ma caméra, comment je fais, quelles sont les différentes étapes pour créer une vidéo pro, etc. Donc c'était des vidéos face caméra. Et en fait, je me suis pris au jeu de faire ça. Et au début, mes vidéos étaient évidemment nulles. Et ça, il faut l'accepter, que ça soit nul au début. Mais en fait, à force de d'être régulier, eh ben, on s'améliore. Et c'est aussi ça qui m'a permis de développer aussi mes talents de communication. Tu parlais de ça. Mais en fait, le fait de parler devant une caméra, YouTube m'a aidé sur plein d'aspects. Ça m'a aidé à trouver du sens à ma vie, puisque après, je parlais de sens de faire une vidéo. Maintenant, j'ai beaucoup plus de sens à former des gens, à transformer leur vie, plutôt qu'à faire une vidéo pour un client, même si j'aime toujours faire ça. Mais m'a permis aussi de développer d'autres compétences, en fait. Et tu fais combien de vues sur tes premières vidéos? À quel moment tu passes le cap des 1000 abonnés, des 10 000 abonnés? Le cap des 1000 abonnés, je sais plus trop. Le cap des 10 000, je crois que c'était au bout de 6 mois. Ah, c'était rapide quand même. Ouais, assez rapide. Moi, j'ai pas vécu le désert avec 0 vue pendant très longtemps. Je connais des amis youtubeurs qui ont vécu ça.
Peut-être parce que tu t'es lancé aussi à une époque où c'était plus simple qu'aujourd'hui, je sais pas. Ouais, j'ai très vite mots-clés, très vite, moi, Tu t'es mis dans la machine. T'as appris les codes de YouTube. Je crée des vidéos utiles, en fait. J'ai pas commencé par, comme par le vlog en me disant, ouais, j'ai une vie super intéressante, je vais faire du vlog. C'est une très mauvaise erreur. C'est une très grande erreur. Il faut commencer par des vidéos très utiles et des requêtes que les gens recherchent. Et vous allez vous positionner sur des mots-clés peu compétitifs de requêtes très spécifiques. Et ensuite, plus tard, quand vous aurez 10 000, 100 000 abonnés, vous ferez du vlog. Et ton premier client qui vient de la chaîne YouTube, c'est qui? Et ça se fait comment? Est-ce que tu t'en souviens? Ouais, la première fois que tu reçois un mail via le formulaire de contact de ta chaîne YouTube te disant, on aimerait bien que tu fasses une vidéo pour nous. Franchement, celui qui me vient en tête directement, on va en parler après, c'est Vincent, mais qui était dans mon réseau, donc c'est intéressant. C'est quelqu'un qui était dans mon réseau, dans mon école de commerce que je ne connaissais pas, qui a suivi mes aventures sur YouTube, qui a monté ensuite une agence d'influence et qui m'a contacté. Donc en fait, je dirais que c'est celui qui me vient en tête, avec qui j'ai fait un voyage en Guadeloupe. Mais sinon, la majorité des clients, encore une fois, hein, c'est du bouche à oreille. Je pense que YouTube, il y avait beaucoup de gens qui me contactaient via YouTube, mais je pouvais même plus prendre les demandes. Donc en fait, je prenais je prenais très peu de clients qualitatifs, comme on l'a dit, on visait plutôt des prix hauts et peu de clients. Mais YouTube m'apportait une sorte d'aura, et quand les clients apprenaient que j'étais sur YouTube, ils disaient, ok, c'est vraiment un super expert. Donc ça, c'est super intéressant. Donc YouTube m'a permis de trouver des clients, plus des clients que je forme que des clients prod. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de voir comment tu as un réseau. Tu as des gens qui te connaissent, avec qui tu as été en échange par mail, par téléphone, tu as croisé à des événements, qui te suivent peut-être sur un réseau professionnel comme LinkedIn. Et à un moment, ils voient une vidéo de toi sur YouTube et ça déclenche l'idée de te contacter. Ouais. Et ça, moi, j'insiste beaucoup là-dessus dans les formations Live Mentor, dans les accompagnements qu'on fait. C'est la création de contenu. C'est pas uniquement un outil d'acquisition. C'est pas uniquement un outil sous la forme quelqu'un va me découvrir via ce contenu et ensuite avoir envie de bosser avec moi. C'est un outil aussi de conversion. C'est un outil de prise de décision, à savoir, je connais plusieurs personnes, dont Louis, qui sont freelance vidéastes, mais Louis, je vois ses vidéos sur YouTube et ça fait quand même plusieurs mois que je vois ses vidéos tomber. À un moment, je me dis, si je dois bosser avec quelqu'un, c'est avec lui, quoi. Ouais, et ça vaut le coup aussi bien pour de la formation que de la prod. Moi, ce qui se passe, c'est que je mets très en avant la formation parce que mon but principal, c'est vraiment de former les gens, même si je continue à faire de la prod. Mais j'aurais pu très bien tourner mon lead magnet ou mes vidéos YouTube de façon à attirer plus de clients avec un site prod. Et en fait, les deux marchent. C'est-à-dire que si vous suivez quelqu'un sur YouTube qui vous apporte beaucoup de valeur gratuitement, que ça devient votre ami ou que ça devient votre référent, vous allez passer par lui le jour où vous aurez besoin de quelque chose. Si vous suivez le plombier star de YouTube, le jour où vous avez besoin d'un plombier, vous allez me dire, ok, j'ai vu ce mec-là, je vais le contacter. Donc c'est exactement ça. Il faut être dans l'esprit des gens, créer une relation avec eux, donner beaucoup sur YouTube, et ensuite ça reviendra naturellement. Et quelques chiffres aujourd'hui, juste ta communauté YouTube, c'est plus de 120 000 personnes. 120 000 abonnés à ta chaîne. C'est ça. Parle-nous, pour qu'on clôture ce chapitre YouTube, de la Guadeloupe. Donc quelqu'un qui te connaissait déjà, qui était déjà dans ton réseau, te contacte après avoir vu tes vidéos sur YouTube et te propose une mission de vidéaste. Oui, tu me demandais quels étaient mes meilleurs souvenirs de freelance vidéaste. Alors moi, ce que j'aime, c'est le voyage. Et j'ai toujours aimé les vidéos de voyage. Je te disais, quand j'étais enfant, je faisais des vidéos de voyage. Ensuite, je me suis spécialisé autour de la vidéo de voyage, même si c'est pas la meilleure spécialisation business, je vous le dis. Pour gagner de l'argent, il y a beaucoup mieux. Mais j'adorais. Mais définis ce que c'est déjà pour ceux qui nous regardent la vidéo de voyage. Partir en voyage, faire une vidéo pour un office de tourisme, faire des vidéos pour des hôtels, des petits formats digitaux. Mais pourquoi? Parce que j'adore voyager. Et en fait, aujourd'hui, j'ai créé un business, on va en parler après avec l'école Grain, qui me permet de voyager. Moi, ce que j'aime, c'est créer des choses, apprendre des choses. J'adore apprendre. J'adore créer. J'adore transmettre mes idées et j'adore voyager. Et je me suis dit, ok, je vais me spécialiser dans le voyage. Et Vincent, qui m'a contacté, qui était en école de commerce avec moi, m'a proposé un voyage en Guadeloupe avec des influenceuses québécoises. On a fait une super vidéo de voyage et c'était un de mes meilleurs souvenirs. Il y en a plein d'autres, mais c'est un super souvenir parce que j'adore pouvoir exercer ma passion dans un cadre que j'adore. Il y avait combien d'influenceuses? Je voyage beaucoup, 3. Il y avait 3 influenceuses, plus toi. En plus, on était en très bonne compagnie, on faisait des belles vidéos. Et ta caméra? Et ma caméra. Et vous êtes resté combien de temps? On est resté 2 semaines. Et ça, c'est une mission qui est facturée combien? Alors ça, c'est des missions qui sont pas très bien facturées parce que dans le monde du voyage, il n'y a pas énormément d'argent, mais ça donne un exemple. C'était aux alentours de même pas 2000 euros, même pas. Mais par contre, on te paye le billet d'avion. Pour une semaine, voilà. On te paye l'hébergement. Ouais, et ça me fait une super pièce pour mon portfolio. Ouais. Faut pas oublier que votre portfolio. Et c'est quand même 2000 euros au soleil. Oui, mais si j'avais facturé ça à Danone, ce serait plus autour de 15 000 euros. Donc c'était vraiment un projet qui était vraiment très peu facturé, mais déjà c'était avec un ami.
quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui je peux avoir des relations business plus long terme. Et puis aussi, les vidéos de voyage, c'est aussi quelque chose que je veux communiquer sur ma chaîne, que j'aime bien mettre en avant et qui peut m'aider aussi à créer du contenu pour mon école. Donc, je trouvais de la valeur dans ce projet-là. C'est pour ça que j'ai accepté de baisser le prix. On en vient à ce prix qui peut varier en fonction de l'intérêt du projet. On revient quand même très souvent, hein, je le répète, sur la force du réseau et sur tes capacités à créer des relations avec des clients. Je trouve ça assez incroyable. Merci. Deux autres thèmes, Louis, deux autres thèmes que je vais aborder avec toi. Thème numéro 4, le positionnement. Tu me l'as dit en amont du tournage de cette vidéo, tu t'es pas forcément positionné comme un vidéaste, comme un réalisateur, mais comme un conseiller en communication. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, en fait, quand un client vous contacte, il cherche à faire une vidéo, mais il cherche avant tout à remplir un objectif marketing, un objectif personnel aussi. Et en fait, ce qu'il faut, c'est essayer de comprendre quels sont ses besoins. Il y a deux volets. Moi, je pense qu'il faut essayer de comprendre quels sont ses besoins stratégiques de sa boîte, quel est l'objectif de la vidéo qu'il veut faire, de la pièce de communication qu'il veut faire, et ensuite essayer de trouver la meilleure vidéo possible. Donc là, en faisant ça, déjà, vous dites pas, OK, je suis vidéaste. Le client va arriver en disant, je vais faire une interview, filmée comme ça. Vous dites pas, OK. Vous dites, OK, non, on va revenir un peu en arrière. Pourquoi vous voulez faire cette interview? Est-ce que vous êtes sûr que c'est une interview qu'il va faire? Est-ce qu'il va plutôt faire un petit clip avec juste de la musique? Ou alors peut-être une vidéo en motion design avec des textes pour faire passer une idée? Donc, essayez de comprendre quel est l'objectif derrière et vraiment apporter la meilleure solution avec des références que vous avez vues à droite à gauche, en essayant de dialoguer avec lui et de co-construire sa vidéo. Alors parfois, il sait déjà ce qu'il veut et là, vous vous mettez à son service. Et parfois, il faut faire cette étape supplémentaire. Donc moi, quand je vais voir un client, je suis beaucoup à l'écoute, je pose beaucoup de questions au début. Donc j'ai une trame de questions, hein, ce fameux questionnaire de besoin, pour essayer de trouver exactement quel est son besoin et comment faire la meilleure vidéo possible. Oui, et par exemple, je sais qu'aujourd'hui, une grande partie des vidéos qui sont produites pour les réseaux sociaux, pour aider des marques à se faire connaître sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Tu n'es pas sans savoir que le format qui fonctionne le mieux sur ces réseaux, c'est le format vidéo, plus que le format texte, plus que le format image. Quand des entreprises veulent se faire connaître, elles font des publicités sur ces réseaux sociaux-là, et quand elles ont une vidéo, la publicité va leur coûter beaucoup moins cher. C'est-à-dire que le coût par vue de la vidéo va être beaucoup moins coûteux que le coût d'une lecture d'un article de blog. Et donc, je suppose que dans la relation que tu as avec le client, dans la discussion sur le devis, tu peux aussi lui faire passer ce message et lui dire l'objectif, si on bosse ensemble, c'est de faire une vidéo qui peut aller chercher 300 000 vues sur Instagram, 500 000 vues sur YouTube, etc. Et de lui donner peut-être des comparables, des référentiels. Ouais, et c'est surtout une très bonne manière aussi de pouvoir fixer ses prix, faire ça. Souvent, quand on fixe des prix quand vous fixez des prix assez hauts à ses clients, il faut lui faire comprendre la valeur que vous lui apportez. Donc, quand il commande une vidéo, il ne se rend pas forcément compte de la valeur. Mais quand vous lui dites, cette vidéo, elle va potentiellement attirer tant de personnes sur un formulaire, ou elle va vendre directement des produits, vous allez gagner tant grâce à cette vidéo. Donc, cette vidéo coûte tant. Tout de suite, ça met en comparatif. Ouais. Donc, oui, c'est une manière de spécifier votre valeur. Et aussi, une autre chose, c'est qu'il faut pas hésiter à se faire accompagner. Souvent, quand on est freelance, moi, j'avais une erreur que je faisais, c'est que je me disais que je pouvais tout faire. Et j'avais l'impression que le client pensait que je devais tout faire. Donc, en gros, je veux du motion design hyper personnalisé, mais moi, je savais pas faire, donc je me formais pour en faire. Mais c'est une erreur, en fait. Vous êtes une sorte de conseiller en communication, vidéaste global, mais entourez-vous de personnes. Si jamais le client vous dit, je veux sponsoriser ma vidéo sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas vous former, vous allez recruter un autre freelance qui va travailler avec vous sur le projet, qui va vous aider à le faire. Il faut pas hésiter à créer une équipe et à s'entourer et se dire, OK, je ne sais pas tout faire, c'est pas grave, vaut mieux être un peu spécialiste plutôt que essayer de maîtriser tous les sujets. Tu deviens le chef de projet, voilà, le boss. Le chef de projet. Et on s'entoure d'une super équipe pour faire le meilleur projet possible. Dernier point sur ton succès en freelance réalisateur, le 5e, la diversification de ton chiffre d'affaires. Alors, on n'en a pas encore forcément parlé, mais outre l'activité de formation en ligne que tu as lancée, assez tôt, en parallèle de tes missions en tant que vidéaste, je crois que tu avais d'autres activités, notamment la location de matériel ou l'affiliation. Est-ce que tu peux nous en parler? En fait, c'est hyper clé de pouvoir diversifier ses revenus quand on est freelance, parce qu'au début, c'est très irrégulier. Donc moi, j'ai deux théories là-dessus. Surtout sur la vidéo. Ouais, surtout sur la vidéo. Et j'ai deux théories là-dessus, et une qui va un peu à contre-courant. Tu vas remarquer, j'aime bien les trucs qui vont un peu à contre-courant, mais moi, je recommande pas de se spécialiser au début. Souvent, on dit il faut se spécialiser absolument parce qu'on va trouver un avatar client très spécifique, on va être le spécialiste d'un domaine et on va attirer peut-être moins de clients, mais des clients très pointus. Moi, en vidéo, je pense qu'au début, il faut d'abord faire ce que vous aimez. Et moi, j'ai toujours été attiré par la passion. Au début, on ne sait pas forcément ce qu'on va faire. Donc, au début, testez
laisser des portes ouvertes, vidéo de voyage, interview, portrait vidéo, vidéo corporate. Tester un petit peu tout, ça va vous permettre de diversifier vos revenus au début dans la prod. Et ensuite, évidemment, je pense que c'est bien de se spécialiser, mais au début, il faut aller chercher un peu ce que vous aimez et là où il y a un besoin aussi. Vous allez voir aussi, là où il y a un besoin, là où il y a aussi des clients qui ont du budget. Ça dépend quel chiffre d'affaires vous voulez faire, mais c'est bien de se donner un objectif et de se dire, OK, si je veux faire 100, 200, 300 000, c'est bien d'aller chercher plutôt des clients qui ont du budget, plutôt des mariages peut-être de Russes qui ont beaucoup d'argent, plutôt que des mariages de Bobo Bister qui ont moins d'argent. Bref, c'est un équilibre. Hein. Moi, j'avais des clients corporate et aussi des clients voyage. Donc, il n'y a pas que l'argent, mais il faut vraiment penser à l'avatar que vous visez. Et ensuite, il faut diversifier. Donc, pour diversifier, il y a soit l'audience, soit sans audience. Si on commence par sans audience, on peut très bien, avec aucune communauté, louer son matériel, comme tu l'as dit. C'est du matériel que vous avez acheté, qui dort dans votre placard, autant le louer. Alors ensuite, si vous devenez un loueur pro, il va falloir changer les statuts de votre boîte, mais au début, vous pouvez très facilement louer sur des plateformes comme l'IT-Share, par exemple. Vous pouvez aussi mettre vos rushs sur des banques d'images. Il y a des banques qui existent un peu comme Shutterstock, des banques de vidéos. Vous allez tourner un magnifique plan de l'Antarctique au drone, mettez-le sur une banque d'images, il y a peut-être des clients qui vont vouloir les acheter. Toi, ça représentait quel pourcentage de ton chiffre d'affaires? Enfin, quel ordre de grandeur on peut avoir en tête? Moi, j'y viens. Moi, ma plus grosse source de revenus diversifiés, c'est tout ce qui va être lié à l'audience. Donc là, je parlais des méthodes sans audience. Mais sur ces méthodes-là, ces méthodes sans audience, ça peut représenter combien par an, par mois? C'est pas grand-chose, ça va être même pas 5% de mon chiffre d'affaires. Mais donc on est sur quoi, 5 000 euros par an, quelque chose comme ça? Oui, voilà, pour la location matérielle par exemple, ça fait ça. Là, la banque d'images, on vient de le tester. C'est quand même pas rien, enfin 5 000 euros. C'est pas rien. Mais en fait, là où ça va être intéressant, c'est par exemple si vous créez une communauté, vous allez pouvoir ensuite faire de l'affiliation, donc mettre des petits liens de matériel dans vos vidéos qui vont rediriger vers Amazon. Oui, ça c'est sur tes vidéos YouTube, tu mets des liens vers des caméras, tu mets des liens vers la publicité YouTube aussi, c'est quand vous créez une audience, souvent les plateformes vous rémunèrent. Alors c'est pas grand-chose, mais c'est quand même ça de gagner. Et ensuite la création de produits. C'est là où vous allez diversifier un maximum quand vous allez vendre aussi des produits à votre audience. Donc, diversifier, il y a plein de moyens de le faire avec ou sans une audience et on peut commencer à le faire très tôt. J'insiste, on se dit souvent, ouais, créer une formation, c'est hyper compliqué. Mais si vous êtes vidéaste, créez des presets, par exemple. Des presets audio, des presets vidéo, des luttes. Des luttes, c'est comme des filtres Instagram. Précisons pour tout le monde ce que c'est qu'un preset. C'est un petit bout de logiciel que vous mettez, un petit bout de code que vous mettez dans des logiciels de montage. Par exemple, des luttes. Des luttes, c'est quoi? C'est un peu comme des filtres Instagram pour des vidéos qui vont changer un peu la couleur. Vous pouvez facilement en créer des luttes et les proposer à votre audience. Et même sans audience, ça marche. Moi, ma première formation, je l'ai créée sur Udemy, une plateforme qui a une audience. Donc, vous pouvez très bien commencer à faire une formation. Je sais pas, moi, j'ai commencé montage vidéo de voyage sur Udemy et j'ai eu mes premiers clients comme ça. Et après, c'est un cercle vertueux, quoi. Donc, diversification, faut vraiment penser hors prod et avec la prod. Et c'est vrai que juste un point sur le matériel. Parce que certains freelance vidéastes peuvent peut-être se dire non, je fais pas cet investissement, je vais louer mon matériel. Toi, tu conseilles plutôt de voir ça comme un investissement. J'achète mon matériel et ensuite Ça dépend du type de vidéo que vous faites. Si vous faites des vidéos de cinéma, les caméras cinéma coûtent très cher, 50 000 euros, 100 000 euros. Donc là, c'est impossible. Donc les gens qui font de la fiction louent tout leur matériel. Mais quand vous faites des petites prods pour des clients, moi, je vous conseille de très vite investir dans du matériel de qualité. Attention parce que le matériel low cost, vous allez le changer plein de fois et ça ne va pas durer longtemps. Donc, prenez pas forcément du low cost, mais du matériel de qualité. Et ensuite, facturez-le à vos clients. Moi, je mets dans mon devis le matériel puisque c'est le matériel que j'ai acheté et que je peux refacturer à mon client. Au lieu d'aller enrichir une boîte de production, une boîte de location, enrichissez-vous, quoi. Incroyable. Merci beaucoup, Louis. On va bientôt passer donc à la deuxième vidéo où on va décrire ton activité de formation en ligne autour des métiers de l'audiovisuel. Juste peut-être une dernière question pour finir. Donc aujourd'hui, tu as encore une activité de freelance réalisateur. Tu te vois continuer cette activité pendant encore plusieurs années, peut-être plusieurs décennies. C'est quoi le projet que tu rêverais de faire un jour? Le client que tu rêverais d'avoir en tant que freelance vidéaste? En fait, moi, aujourd'hui, je suis plus un formateur qu'un freelance. Donc, je continue à faire de la prod, mais avec une équipe. Donc, moi, je garde une vision créative sur le projet, mais je ne suis plus vraiment les mains dans le cambouis. Ce que je veux faire, c'est moi ce que j'aime, c'est toujours aimé, c'est la vidéo de voyage. C'est le voyage. Donc en fait, j'ai toujours le voyage sur Mars. Non, mais ça, tu veux être le premier. On revient en voyage et j'ai toujours fait des vidéos de voyage un peu cool, mais un peu tout seul. Et mon rêve, ça serait de faire une vidéo de voyage hyper produite où on voit les aventures de par exemple 2 personnes dans un super pays avec des super caméras. Je pense à 2 Russes qui ont créé une super vidéo pour Airbnb qui s'appelle India, Road Story India. Allez voir avec une magnifique musique, beaucoup d'émotions. Et j'aimerais faire, mon but c'est de faire la plus belle vidéo de voyage. Donc ça c'est une vidéo pour Airbnb. Airbnb a payé ses vidéastes. Alors
Dernier petit conseil, c'est intéressant, c'est qu'ils ont créé une première vidéo, eux, qui s'appelait Road Story Vietnam, où ils sont filmés tous les deux frères russes au Vietnam. Magnifique vidéo. Et Airbnb les a contactés et leur a dit, on veut la même chose pour nous en Inde. Ouais. Et donc, du coup, ils ont réussi, en postant un contenu personnel, à transformer ça en activité pro. Et c'est comme ça aussi que moi, j'ai réussi à faire mon voyage en Guadeloupe. C'est que j'ai posté beaucoup de vidéos de voyage avec mon ex-copine. On est parti en Californie, à Bali, à Tahiti. À chaque fois, je faisais une vidéo. Et du coup, un jour, on m'a contacté. Donc, vous allez attirer... Est-ce que ton ex-copine est toujours dans la vidéo? Elle est toujours dans la vidéo, elle n'a pas disparu. D'accord. Forcément, je l'ai pas flouté. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez attirer ce que vous créez. Donc, créez du contenu, vous voulez attirer. Si vous voulez faire du corpo, faites du corpo. Si vous voulez faire du voyage, créez du voyage. Voilà, c'était la dernière petite tip de cette vidéo. Merci à Louis. On espère que ça vous a plu. Vous avez un module de commentaires juste en dessous de la vidéo. On va vous donner un exercice à faire pour que vous puissiez appliquer les 5 conseils de Louis pour réussir en tant que freelance réalisateur. Je vous les rappelle. La gestion de vos prix, très important. La puissance du réseau, indispensable. La création d'une communauté, en l'occurrence pour Louis, c'était sur YouTube. La diversification de vos revenus, on a parlé de location de matériel, on a parlé d'affiliation. Regardez bien, re-regardez ce passage de la vidéo, très important. Et enfin, le positionnement en tant que consultant communication, consultant stratégique et non simplement vidéaste. À très bientôt pour une prochaine vidéo, les coulisses de Live Mentor.